Que feriez-vous si votre seul héritage était une pierre tombale? Pas une parcelle de terre dans un cimetière tranquille, mais la carcasse d'une catastrophe ferroviaire vieille de 90 ans. Un unique wagon plongeant, le nez en avant, dans la terre impitoyable d'un ravin oublié. Pour Ren Delaney, âgé de 20 ans, ce n'était pas une question à méditer. C'était la somme totale de la vie de son père, qui lui était remise sur un acte de propriété jauni et fragile. Les habitants de Copper Gulch appelaient l'épave l'aiguille de fer, d'aussi loin que l'on s'en souvienne. Un monument rouillé à l'échec, cousu dans le paysage désolé. Mais la vérité attendait à l'intérieur de cette coque d'acier. Une vérité scellée du monde pendant près d'un siècle. Elle était sur le point de défaire tout ce qu'ils pensaient savoir sur cette terre, sur l'échec, et sur la jeune fille discrète qu'ils avaient déjà classée comme perdue. Installez-vous confortablement et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, alors que nous racontons une histoire de patience, de courage et d'une découverte qui a changé une vallée pour toujours. Ren Delaney descendit de la diligence du matin dans la poussière familière de Copper Gulch. Une poussière qui semblait retenir le souvenir de chaque espoir qui s'était un jour asséché et envolé entre ses frontières. Elle portait un unique sac de voyage contenant 3 robes, le rasoir de son père, et un vide qui pesait plus lourd que n'importe quel bagage. Les funérailles avaient eu lieu 2 jours plus tôt. Une cérémonie simple, à laquelle assistaient une poignée de ses anciens collègues du chemin de fer et le prédicateur de la ville. Ce dernier parla de son père, Thomas Delaney, en termes vagues et aimables qui ne parvenaient pas à remplir la silhouette de l'homme qu'il avait été. Un homme de déception silencieuse, de projets qui n'avaient jamais vraiment abouti, un esprit usé jusqu'à la corde par le frottement incessant d'une vie difficile. Le regard de la ville pesait comme un poids physique. Il la regardait avec une pitié si épaisse qu'elle frisait le mépris. Ils voyaient en elle le dernier chapitre solitaire du lent déclin de la famille Delaney. Elle était la dernière de sa lignée, et elle n'avait hérité de rien d'autre que de la poussière sur ses bottes. Ce soir-là, on frappa à la porte de la petite chambre qu'elle avait louée au-dessus de la mercerie. C'était Jedediah Stone. Son visage était une carte routière de rides creusées par le soleil et le temps. Ses mains étaient épaisses et calleuses, après une vie passée à travailler sur les rails aux côtés de son père. Il tenait son chapeau à la main, un geste de respect qui resserra la douleur dans la poitrine de Ren. Il n'offrit ni platitude, ni condoléances. Au lieu de cela, il lui tendit un document plié, dont les plis étaient aussi profonds que les siens. « Il a déposé ça le mois dernier, » dit Jed, sa voix un grondement sourd. Il a payé les arriérés d'impôts dessus. Il disait que c'était la seule chose qui lui restait et qui était vraiment à lui. Il voulait s'assurer que tu l'aies. Ren déplia le papier sous la faible lueur d'une lampe à pétrole. C'était un acte de propriété. Pas celui de la petite maison hypothéquée que la banque avait déjà réclamée, ni d'aucune parcelle de terre avec des droits de coupe ou de pâturage. La description légale était austère, presque poétique dans sa désolation. Toute cette parcelle de terre connue sous le nom de ravin de Tumble Creek, commençant au vieux chêne de l'Arpenteur et s'étendant vers l'ouest jusqu'à la ligne de crête, englobant l'intégralité du canyon et tout son contenu, y compris l'épave du wagon couvert numéro 734 de la Great Northern, perdu dans le déraillement de 88. Elle fixa les mots. L'aiguille de fer, la plus vieille blague de la ville, et son histoire de fantôme la plus solennelle. Un accident de train de 1888. Une catastrophe qui avait mis en faillite la première ligne de chemin de fer de la vallée. Elle avait laissé un seul wagon planté dans le sol du ravin. Il était resté là, rouillant sous 90 ans de soleil et de neige. C'était un symbole de futilité. Un endroit dont les parents éloignaient leurs enfants. Et c'était à elle, son seul héritage. « Pourquoi » murmura-t-elle, non pas à Jed, mais au fantôme de son père. Jed secoua lentement la tête. « Il n'a jamais dit, Ren. Ton père, il voyait les choses différemment. Il l'a toujours fait. » Il posa une main lourde sur son épaule un instant, une reconnaissance silencieuse de leur perte commune. Puis il partit, la laissant seule avec la lumière de la lampe, l'acte de propriété et le titre d'une tombe. Le papier semblait incroyablement lourd, le testament final d'un homme qui avait passé sa vie à chasser des murmures, et qui laissait à sa fille unique un monument à un cri d'échec. Un vent froid fit vibrer la vitre. Dehors, la ville de Copper Gulch s'endormit dans un sommeil silencieux et réprobateur,
certaine de savoir exactement comment cette histoire se terminerait. Le lendemain matin, Wren se rendit au bureau du greffier du comté. L'acte de propriété était serré dans sa main. L'air à l'intérieur était vicié, avec une odeur de vieux papier et de cire à cacheter. Monsieur Abernathy, un homme dont la silhouette semblait rétrécir dans ses vêtements, la regarda par-dessus ses lunettes alors qu'elle posait le document sur le comptoir. Il le lut une fois, puis deux, ses sourcils fins grimpant vers la racine de ses cheveux. « Le ravin de Tumble Creek, demanda-t-il, sa voix un bruissement sec. Mon enfant, il n'y a rien là-bas à part des rochers, des serpents à sonnettes et cette vieille épave. Thomas a vraiment payé les impôts là-dessus? » La question flottait dans l'air, épaisse d'incrédulité. Avant que Wren ne puisse répondre, une voix plus forte retentit depuis l'embrasure de la porte. Il n'est pas le premier idiot à le posséder, et il semble qu'il ne sera pas le dernier. Silas Blackwood remplissait l'encadrement de la porte, un homme fait de larges épaules et d'opinions bruyantes. Il était le principal agent immobilier de la ville, un acheteur de propriétés en difficulté et un connaisseur des malheurs des autres. Il entra d'un pas lourd, ses bottes cirées, résonnant sur le plancher, et jeta un coup d'œil à l'acte avec un sourire dédaigneux. L'aiguille de fer. Mon Dieu, mes condoléances pour votre père, mademoiselle. Mais il semble que son mauvais jugement était une maladie qui l'a suivi jusqu'à la fin. Il se tourna vers Abernathy, agitant une main comme pour chasser une mauvaise odeur. La terre ne vaut rien. Les droits sur l'eau appartiennent à la crête. Le bois a été coupé il y a 50 ans. Et le wagon lui-même est si fragile qu'il tomberait en poussière si vous essayez de le récupérer pour la ferraille. C'est la pierre tombale du ravin, rien de plus. Wren sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues, mais elle se tut, exactement comme son père l'avait toujours fait face à la moquerie. Elle poussa l'acte d'1 centimètre. « Je suis ici pour enregistrer le transfert, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. Blackwood rit, un son bref et aboyant. « Enregistrez-le, encadrez-le, accrochez-le à votre mur comme un rappel que le sentiment est le luxe le plus cher qu'une personne puisse s'offrir. » Il toucha son chapeau avec une formalité moqueuse et partit, son rire résonnant dans le bureau poussiéreux. Monsieur Abernathy soupira, tamponna l'acte d'un coup lourd et enregistra le transfert dans son registre. Wren Delaney était maintenant la propriétaire officielle d'un fantôme. Plus tard dans la journée, elle se rendit au point de vue, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis qu'elle était une petite fille, agrippée à la main de son père. Le vent était vif, portant l'odeur du pain et de la terre sèche. En bas, le ravin fendait le paysage comme une blessure. Et il était là, l'aiguille de fer. Il se tenait incliné à un angle impossible. Son acier rouge rouillé était une barre de couleur crue contre la roche grise. Il était profondément enfoncé dans la terre, sa moitié supérieure exposée au ciel, ressemblant à s'y méprendre à un outil colossal abandonné. Il était plus grand et plus désolé que dans son souvenir. Il ne ressemblait pas à un héritage, il ressemblait à une fin. Elle resta là longtemps, le vent fouettant des mèches de cheveux sur son visage, le silence du lieu pesant sur elle. Quel secret un tel endroit pouvait-il bien détenir? Pourquoi son père aurait-il dépensé ses derniers dollars pour posséder ce morceau d'échec spécifique? Et qu'était-elle censée en faire maintenant, elle qui n'avait plus rien à son nom? Dites-nous dans les commentaires quelle était, selon vous, la motivation de son père. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de l'incroyable histoire de Wren. Pour l'instant, tout ce qu'elle connaissait était le vent froid et la longue ombre que l'épave projetait sur la vallée. Une ombre qui, désormais, lui appartenait entièrement. Les murmures en ville commencèrent avant même qu'elle n'achète sa première longueur de corde. C'était un courant sous-jacent dans le magasin général. Un silence soudain dans le saloon, quand elle passait devant les portes battantes. « La fille de Delaney », murmurait-il. « Elle a perdu la tête. Le chagrin, la pauvre. » Ils la virent acheter de la toile épaisse, une nouvelle tête pour une pioche et des assiettes en étain. Et il secouait la tête, prenant sa détermination tranquille pour une entreprise insensée. Le commerçant, un homme bienveillant nommé Elias, hésita en mesurant 50 pieds de corde de chanvre épaisse. « Wren, dit-il, sa voix douce, il n'y a rien là-bas. Nous connaissons tous l'histoire. Les pilleurs ont nettoyé ce wagon la semaine après l'accident. Ils ont pris le courrier, les bagages, tout ce qui avait de la valeur. Ils ont laissé le fret lourd, parce qu'il était éventré et sans valeur. Ce n'est qu'une coquille vide. » Elle croisa son regard, le sien stable. « Mon père me l'a laissé. Elias.
J'ai l'intention de le voir de près. Il n'en dit pas plus. Il prit simplement son argent avec un triste soupir paternel. La transaction ressemblait plus à une indulgence qu'à une vente. Cet après-midi-là, alors qu'elle chargeait ses provisions sur le dos de Dust, le vieux mulet de son père, une silhouette se détacha de l'ombre de l'écurie. C'était Vance, une femme si vieille que son visage semblait fait de la même terre craquelée et sèche que le ravin. Elle était la mémoire de la ville. La dernière personne vivante qui prétendait se souvenir du bruit de l'accident, résonnant dans la vallée quand elle était enfant. Elle se déplaçait lentement, sa main reposant sur une canne en bois de peuplier noueux. Elle s'arrêta à côté de Ren, et tendit une main qui n'était guère plus que des os d'oiseau, et une peau de parchemin, la posant sur l'avant-bras de Ren. Son contact était étonnamment ferme. Ses yeux, voilés par l'âge, semblaient regarder à travers Ren. « Ils regardent tous la rouille », râla la vieille femme, sa voix comme des pierres qui grincent. Ils oublient les racines. Elle serra le bras de Ren une fois, une pression brève et emphatique. « Certaines choses ne tombent pas, dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Elles attendent. » Puis elle disparut, retournant dans l'ombre, laissant Ren avec un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise de l'après-midi. La rencontre la troublait encore lorsque Silas Blackwood la trouva près de la sortie de la ville. Il arrêta son beau cheval Bay, la regardant, elle et le mulet chargé, avec une expression de profonde pitié. « Mademoiselle Delaney, commença-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. Cela a assez duré. Toute la ville en parle. C'est inconvenant. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite liasse de billets. « Tenez, 20 $ pour l'acte de propriété. C'est plus que ce que quiconque de censé paierait, mais je considérerais cela comme un don de charité à la mémoire de votre père. Prenez l'argent, montez dans la prochaine diligence et allez commencer une nouvelle vie ailleurs. Il n'y a rien pour vous ici, à part un mauvais souvenir. » L'offre était une humiliation publique, faite sur la route principale de la ville, à la vue de tous. Ren regarda l'argent dans sa main, puis son visage suffisant et assuré. Elle pensa à la persévérance silencieuse de son père, à la façon dont il avait absorbé toute une vie de rejet similaire. Elle pensa aux mots étranges et cryptiques de Vance. Elle ne dit rien. Elle secoua simplement la tête, un petit geste résolu. Elle prit la longe de Dust et claqua la langue, pressant le vieux mulet d'avancer. Elle passa devant Blackwood et son cheval, le laissant assis là avec sa charité tendue et la bouche bée. Son silence fut un refus plus bruyant que n'importe quel cri. Elle ne se retourna pas. Devant elle se trouvait le sentier menant au ravin de Tumble Creek, et derrière elle, une ville qui l'avait déjà enterrée. Le poids de leur jugement était lourd, mais l'attrait de l'inconnu, de l'acte final et inexplicable de son père, était plus fort. Le voyage jusqu'au ravin prit la meilleure partie de la journée. Le sentier n'était guère plus qu'une piste de gibier, envahie par la végétation et oubliée. Il serpentait vers les collines rocheuses et arides qui formaient le mur ouest de la vallée. Ren menait Dust, les sabots du mulet sûrs et stables sur le sol inégal. L'animal était vieux, le museau grisonnant, et aussi silencieusement têtu qu'elle. Il avait été le compagnon constant de son père, un témoin silencieux de ses errances solitaires. Maintenant, il était à elle. Le soleil tapait, et l'air se raréfiait et devenait immobile. Les seuls sons étaient le grincement des sacoches en cuir, le bruit des sabots sur la pierre et le bourdonnement des insectes dans les broussailles sèches. En fin d'après-midi, la forme familière de la vallée avait disparu derrière eux, remplacée par un paysage plus austère et plus sauvage. Les arbres poussaient rabougris et tordus, s'accrochant à la roche. Le silence ici était différent du silence de la ville. Il était plus ancien, plus profond. Un silence qui écoutait. Ils arrivèrent au bord du ravin, alors que le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de traits enflammés d'orange et de pourpre. La vue lui coupa le souffle. D'ici, l'épave du wagon 734 n'était pas seulement un point de repère. C'était une présence. Elle dominait le fond du canyon. Une bête de fer blessée, saignant de la rouille sur la terre. Elle semblait défier la gravité, protester contre sa propre disparition. Sa moitié arrière était encore inclinée vers le ciel, là où les rails avaient été autrefois. Sa moitié avant était profondément enfouie dans le sol rocheux, comme si elle avait essayé de se terrer dans la pierre. L'ampleur de la violence qui l'avait mise là était palpable. Un cri vieux de 90 ans résonnant encore dans les rochers.
Un profond sentiment de déception envahit Ren. L'endroit ressemblait exactement à ce que tout le monde avait décrit. Une ruine, inutile, morte. La folie finale de son père semblait crue et indéniable dans la lumière déclinante. Elle installa son camp à une distance sûre du bord. Elle alluma un petit feu, non pas pour la chaleur, mais pour se réconforter contre l'obscurité envahissante. Elle partagea une partie de son bœuf séché et de ses biscuits avec Dust, qui observait le ravin, les oreilles dressées, laissant échapper de temps en temps un grognement sourd. À la tombée de la nuit, le ravin s'anima de sons. Le vent, s'engouffrant dans le canyon, produisait un soupir bas et plaintif, en passant sur la carcasse métallique du wagon. Et en dessous, un autre son, un gémissement profond et intermittent. C'était le son du métal sous contrainte. Des rivets et des poutres se déplaçant de fractions de pouces sous la pression immense et patiente de leur propre poids. On aurait dit que l'épave respirait. Ren resserra sa couverture autour de ses épaules, le feu projetant des ombres vacillantes contre les rochers. Elle ressentit une solitude aiguë et perçante. Elle avait fait tout ce chemin, poursuivant le fantôme d'une raison, pour ne trouver qu'un endroit aussi vide et brisé qu'elle se sentait. Elle dormit d'un sommeil agité, le gémissement du géant de fer en dessous d'elle, s'insinuant dans ses rêves. Une longue et lente complainte pour un voyage qui s'était terminé en désastre. La première nuit, elle n'apprit que ceci. L'endroit était aussi triste que son histoire. Pendant 3 jours, Ren ne fit guère plus qu'observer. Elle fit le tour du bord du ravin, étudiant l'épave sous tous les angles, mémorisant sa géométrie étrange et brisée. La vague initiale de déception laissa place à une curiosité tranquille et avertie. Son père n'avait pas été un homme sentimental. S'il avait dépensé ses dernières ressources pour cet endroit, il avait une raison. Il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Le 4e matin, elle décida qu'elle ne pouvait plus en apprendre davantage à distance. Elle laissa Dust attaché à l'ombre et commença sa descente. Le rouleau de corde en bandoulière. Les parois du ravin étaient abruptes. Un éboulis traître de roches meubles et de buissons épineux. Elle se déplaçait lentement, testant chaque prise de main et de pied, le silence rompu par le crissement des cailloux délogés. En se rapprochant, la taille réelle du wagon devint apparente. Il était immense, une cathédrale de rouille. La peinture avait presque entièrement disparu, décollée par des décennies d'intempéries. Mais sur un flanc ombragé, elle pouvait à peine distinguer les faibles lettres fantomatiques, Great Northern. La force de l'impact avait déformé ses plaques d'acier, et la charpente en bois à l'intérieur était éclatée et exposée comme des côtes cassées. Elle atteignit finalement le fond et se tint dans l'ombre du wagon, levant la tête pour regarder son angle impossible. Il était coincé dans une profonde fissure du sol du ravin, une faille dans la roche-mère elle-même. C'était le premier détail qui ne correspondait pas à l'histoire de la ville. Ils en parlaient comme s'il reposait sur le sol, mais il ne reposait pas. Il était épinglé, empalé. Elle commença le lent travail de déblaiement des broussailles et des débris qui s'étaient accumulés autour de sa base. C'était un travail mécanique, mais ses mains avaient besoin d'être occupées. Elle travailla pendant des heures sous le soleil brûlant, son monde se réduisant au grattement de sa pelle et au claquement des branches sèches. C'est pendant ce travail que la deuxième anomalie apparut. En arrachant un buisson de mesquite épais et noueux, elle fit sursauter un petit renard gris. Il jaillit d'un espace sombre directement sous le nez plongeant du wagon, un espace qui n'aurait pas dû être là. Il disparut dans les rochers de l'autre côté du canyon. Ren s'arrêta, essuyant la sueur de son front avec le dos d'un gant sale. Elle regarda dans l'ouverture que le renard avait utilisée. C'était un espace étroit entre l'acier froissé de l'avant du wagon et le granit dur de la paroi de la fissure. Un terrier d'animal, rien de plus. Et pourtant, ses yeux suivirent la ligne de la paroi du wagon, remontant depuis cette étrange petite ouverture. Là, à hauteur de poitrine et à 10 pieds de la porte de chargement principale, se trouvait un ensemble de marques. Elles étaient faibles, gravées à la main dans l'acier, leurs lignes remplies de la fine poussière de 90 ans. Ce n'étaient pas des marques de chemin de fer. Elle passa ses doigts dessus, traçant les formes. C'était une rose des vents parfaite à 8 branches, pas plus grande que sa paume, et en dessous, une série de chiffres et de lettres, presque comme un code. 44D, 112G, 3. Elle le fixa, un frisson de malaise parcourant sa colonne vertébrale. C'était délibéré, c'était précis, c'était un signe laissé par une main pensante.
Un message qui avait attendu patiemment sous le soleil et les étoiles, ignoré par les pilleurs et les compteurs. C'était le premier indice que ce n'était pas seulement une épave. C'était un coffre-fort. Le son du vent dans le canyon sembla changer, passant d'un soupir plaintif à un murmure conspirateur. Les marques devinrent l'obsession de Wren. Pendant des jours, elle ne fit rien d'autre qu'essayer de les déchiffrer. 44D, 12G, 3. Cela ressemblait à une combinaison, une séquence de tours. Mais pourquoi? Les portes de chargement principales étaient désespérément bloquées, leurs barres de verrouillage tordues et rouillées en une masse solide. Elle les essaya contre chaque boulon et rivet qu'elle put trouver, mais rien ne correspondait. La frustration montait, un écho familier des propres casse-têtes silencieux et désespérés de son père, sur des schémas et des plans à moitié dessinés. Elle se sentait proche de lui dans ce ravin, plus proche qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle se mit au travail, laissant ses mains résoudre le problème que son esprit ne pouvait pas. Le labeur était un baume. Elle décida de dégager toute la base du wagon, pour exposer la fondation sur laquelle il reposait. C'était une tâche monumentale. Elle utilisa la pioche pour briser la terre compactée et les roches tombées, puis les déblaya à la pelle. Dust, le vieux mulet, prouva sa valeur. Elle installa un système de poulies simples sur un affleurement rocheux solide, et le mulet hissa patiemment des paniers de débris hors du site. Les jours se transformèrent en une semaine, puis 2. Ses mains, douces après une année passée dans un pensionnat que son père pouvait à peine se permettre, devinrent calleuses, puis se fendirent, puis guérirent en un cuir résistant et capable. Elle apprit la physique de l'épave, la façon dont elle gémissait lorsque le soleil du matin frappait l'acier, les points où son poids était le plus lourdement installé. Elle n'était plus seulement sa propriétaire, elle était son élève, sa gardienne. C'est au cours de cette excavation acharnée, en dégageant un profond dépôt de boue et d'éboulis, sous le nez même du wagon, que sa pelle heurta quelque chose qui n'était pas de la pierre. Ce fut un choc métallique aigu. Le cœur battant, elle tomba à genoux et commença à creuser avec ses mains. Elle arracha la terre humide et lourde, révélant une plaque d'acier plate et carrée, d'une texture différente du reste du wagon. Elle était encastrée dans ce qui aurait été le fond même de la paroi avant du wagon. En son centre se trouvait une poignée en forme de roue encastrée, et à côté, une serrure complexe insérée dans un cadran circulaire. C'était une trappe secondaire, un coffre-fort. Elle se releva d'un bond, ses yeux allant de la trappe cachée aux marques sur le mur. Une rose des vents. D pour droite, J pour gauche. Les chiffres, c'était la combinaison. Ce n'était pas pour les portes principales. C'était pour ça, ce compartiment secret, protégé pendant 90 ans par la terre même qui avait causé le désastre. Le génie de la chose était stupéfiant. L'accident lui-même avait été le dernier tour de clé, enterrant le coffre et le scellant à tous, sauf au chercheur le plus patient et le plus déterminé. Une vague d'adrénaline et de compréhension la traversa. C'était ce que son père avait vu. Pas l'épave, mais le secret qu'elle recelait. Il avait dû trouver les marques, tout comme elle, et comprendre leurs promesses. Il n'avait simplement jamais eu le temps ou la force de finir le travail. Un profond sentiment de mission s'installa en elle. Ce n'était plus seulement son héritage, c'était son devoir. Elle devait terminer le voyage que son père avait commencé. Ouvrir la porte qu'il n'avait pu que trouver. Le ravin n'était plus silencieux. Il bourdonnait d'un secret vieux de 90 ans, et elle commençait enfin à comprendre son langage. Ouvrir la trappe fut une bataille contre la rouille, la mécanique et la pure volonté. La serrure était un chef-d'œuvre de son époque, conçu pour résister à la force, et 90 ans de corrosion avaient soudé ses gorges en un bloc solide et têtu. Wren n'avait que les vieux outils de son père, une lourde clé à molette, un jeu de lime et une burette d'huile lubrifiante que Jed avait insisté pour qu'elle prenne. Elle passa la première journée à nettoyer le mécanisme, utilisant une fine brosse métallique pour enlever la terre et la rouille, révélant le cadran complexe marqué de degrés comme un compas de navire. Puis elle commença à travailler la combinaison. 44D. Elle régla le cadran et essaya de tourner la roue. Rien. Elle appliqua l'huile, la laissant s'infiltrer dans les minuscules interstices, et essaya de nouveau. Un léger grincement. L'espoir la submergea. 12G. Le cadran cliqua doucement alors qu'elle le tournait au-delà de la marque 0. 3. Elle n'était pas sûre si le dernier chiffre était un degré ou un tour. Elle essaya les deux. Au troisième tour complet vers la droite, quelque chose au plus profond du mécanisme
céda avec un lourd bruit de grincement. Il résonna dans le silence du ravin. Elle retint son souffle et posa ses deux mains sur la roue. Elle tira, elle résista, puis grinça, puis commença lentement et à contre-cœur à bouger. La trappe s'ouvrit vers le bas sur des charnières protestataires, révélant une ouverture sombre et carrée. L'air qui s'en échappa était frais et sec, ne sentant pas la pourriture et la décomposition, mais le vieux papier, la toile cirée et autre chose. Une faible odeur minérale et propre, comme une pierre fraîchement cassée. C'était un petit compartiment, pas plus de 4 pieds carrés, mais il était rempli jusqu'au plafond. Il y avait une demi-douzaine de minces cylindres de cuivre, scellés à la cire, et plusieurs gros paquets enveloppés dans une épaisse toile cirée imperméable et attachés avec des lanières de cuir. Tout était parfaitement, incroyablement préservé. La position du nez du wagon dans la fissure avait créé une tombe presque parfaite. La terre évacuait l'humidité, et la coque d'acier protégeait le contenu des éléments. Avec précaution, avec révérence, elle sortit l'un des paquets de toile cirée à la lumière du jour. Ses mains tremblaient alors qu'elle dénouait les lanières de cuir. À l'intérieur se trouvait un épais registre, sa couverture en cuir encore souple. Elle l'ouvrit. Les pages n'étaient pas remplies de listes de cargaison ou de manifestes d'expédition, mais d'une écriture dense et élégante, et de dessins extraordinairement détaillés. C'étaient des coupes géologiques de la vallée, des croquis de strates rocheuses et des notations chimiques. Elle feuilleta les pages, son cœur battant contre ses côtes. Il y avait des cartes incroyablement détaillées de toute la région de Copper Gulch. Mais elles montraient quelque chose qui n'existait sur aucune autre carte. Un réseau de lignes bleues, dessinées et annotées avec des notes sur la profondeur et le débit. C'étaient des rivières souterraines, des aquifères, une vaste source d'eau cachée coulant directement sous la vallée desséchée et frappée par la sécheresse. Elle attrapa l'un des cylindres de cuivre. Il était lourd. Après quelques efforts, elle réussit à retirer le couvercle scellé à la cire. À l'intérieur, nichés dans de la sciure, se trouvaient de longs morceaux de pierre cylindrique, chacun soigneusement étiqueté avec une étiquette en papier. Des carottes de forage. La preuve physique des cartes. Un nom était écrit à l'intérieur de la couverture du registre. Alistair Finch, études géologiques et prospection. Il devait être un passager du train, un géologue visionnaire qui avait cartographié la sève secrète de la vallée et qui était mort dans l'accident. L'œuvre de sa vie, perdue avec lui. Perdu jusqu'à maintenant. Wren s'assit sur ses talons, le registre ouvert sur ses genoux. L'ampleur de la découverte la submergeant. C'était ça, le secret. Pas de l'or ni des bijoux, mais quelque chose d'infiniment plus précieux sur cette terre aride. De l'eau. Un avenir. C'était un trésor qui ne pouvait pas être dépensé, seulement cultivé. Elle leva les yeux vers la carcasse rouillée du wagon 734, ne voyant plus une pierre tombale, mais une chambre forte à graines, une bibliothèque, une promesse qui avait patiemment attendu que quelqu'un vienne lire ses pages. Son père ne lui avait pas laissé un morceau du passé. Il lui avait laissé une carte vers l'avenir. Le ciel était d'un bleu intense et sans nuages depuis des semaines. Mais cet après-midi-là, un changement commença. Des nuages violacés s'amoncelèrent à l'horizon, leur ventre sombre et lourd. L'air devint épais et immobile, le genre de silence oppressant qui précède un orage dans les plaines. Wren, absorbé par son travail, le remarqua à peine jusqu'à ce que la première rafale de vent déchire le ravin, soulevant une spirale de poussière et faisant vibrer les panneaux desserrés du wagon. Elle avait réussi à déplacer 3 des cylindres de cuivre et 2 des registres vers la sécurité relative de son camp sur le bord. Une tâche éreintante consistant à les hisser le long de la pente avec des cordes. Mais plus de la moitié de la découverte restait dans le compartiment. Un grondement de tonnerre lointain résonna, plus proche qu'elle ne s'y attendait. Les orages dans cette région étaient soudains et violents. Le lit du ruisseau asséché qui serpentait à travers le ravin pouvait devenir un torrent déchaîné en quelques minutes. Une crue soudaine. La panique, froide et vive, la saisit. Elle devait sortir le reste des cartes. Elle redescendit en courant dans le ravin. Le vent fouettait maintenant ses vêtements. Le ciel s'assombrissait à une vitesse alarmante. Elle commença à sortir un autre paquet de toiles cirées de la trappe, juste au moment où les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elles frappèrent la roche chaude avec un grésillement. Puis les cieux s'ouvrirent. Ce n'était pas de la pluie. C'était un déluge.
Un rideau d'eau solide, qui rendit le monde gris et rugissant. Le sol du ravin, durci par le soleil, n'absorba pas l'eau. Il la canalisa. Un filet d'eau devint un ruisseau. Un ruisseau devint une rivière brune et bouillonnante. En l'espace d'1 minute, l'eau montait, tourbillonnant autour de ses chevilles, puis de ses genoux. Elle entendit un cri, faible et désespéré, presque perdu dans le rugissement de la tempête. Regardant à travers le rideau de pluie, elle les vit. Une famille. Un homme, une femme et 2 jeunes enfants. Leur chariot était pris de travers dans les eaux montantes plus bas dans le ravin. Une de ses roues était cassée, et leur cheval était paniqué, menaçant de tout disloquer. Ils étaient piégés. L'esprit de Ren s'emballa. Les cartes, les cylindres, l'héritage de son père. Mais ensuite, elle vit le visage de la petite fille, pâle de terreur, s'accrochant à sa mère. Il n'y avait pas le choix. Il n'y a jamais eu le choix. Elle sécurisa le paquet qu'elle tenait, le repoussant dans la trappe et forçant la lourde porte à se fermer contre le courant. Puis, saisissant le rouleau de corde qu'elle avait utilisé pour le transport, elle se fraya un chemin à travers l'eau montante et pleine de débris vers la famille bloquée. Le courant était une force physique, essayant de lui arracher les pieds. « Ici !» cria-t-elle, la voix rauque. Vers le wagon. Il est ancré dans la roche. L'homme dont elle apprendrait plus tard le nom, Miller, la regarda, puis regarda la forme immense et stable de l'aiguille de fer. L'espoir vacilla dans ses yeux. Ron lui lança le bout de la corde. Attachez-la au châssis du chariot. Ressemblez les enfants. Ils travaillèrent dans le maelstrom. Elle se cala contre un rocher, pendant que Miller attachait la corde. Puis, main sur main, ils tirèrent la famille à travers le torrent vers la sécurité du wagon. La seule chose solide et inamovible dans un monde de chaos. Ils se blottirent à son abri, la coque d'acier encaissant le plus gros de la force de l'inondation, l'eau déchaînée passant à côté d'eux. Ren avait risqué de perdre tout ce qu'elle venait de trouver pour sauver une famille qu'elle ne connaissait pas. Alors que les eaux de crue atteignaient leur sommet, elle pressa son dos contre l'acier froid et humide du wagon 734, abritant des étrangers sous l'aile de son héritage, et comprit que certains trésors devaient être mérités plus d'une fois. L'orage cessa aussi rapidement qu'il était arrivé. Les eaux de crue se retirèrent, laissant derrière elles une épaisse couche de boue et un paysage de débris réarrangés. Le chariot des Miller était une épave, mais ils étaient en sécurité, blottis les uns contre les autres, tremblants, mais vivants. Monsieur Miller serra la main de Ren, ses yeux remplis d'une gratitude si profonde qu'elle n'avait pas besoin de mots. « Vous nous avez sauvés », réussit-il finalement à dire, la voix épaisse d'émotion. « Nous aurions été emportés, ma famille. » Il ne put finir. Ren hocha simplement la tête. Son épuisement était un poids lourd dans ses os. Elle les avait sauvés, mais en regardant la trappe à moitié submergée du compartiment, une peur froide la traversa. Les avait-elle sauvés au prix de tout le reste? Il fallut 2 jours pour que le ravin sèche suffisamment pour que M. Miller puisse retourner en ville chercher de l'aide. Il revint avec Jed et un petit groupe d'hommes, leur visage un mélange de curiosité et d'inquiétude. L'histoire du sauvetage s'était déjà répandue dans Copper Gulch comme une traînée de poudre, quand Miller leur raconta comment Ren avait utilisé la vieille épave comme ancre, comment elle avait risqué sa propre vie pour sa famille. La façon dont il la regardait commença à changer. La pitié avait disparu, remplacée par un respect réticent, puis sincère. Pendant que Jed aidait les Miller à récupérer ce qu'ils pouvaient, Ren se mit au travail sur la trappe. Elle était remplie de boue et de limon. Le cœur lourd, elle l'ouvrit de nouveau. Le compartiment avait pris l'eau, mais la toile cirée et le cuivre scellé à la cire avaient fait leur travail. Le contenu était humide, mais il était intact. L'encre sur les cartes n'avait pas coulé. Les carottes de forage étaient en sécurité. Le soulagement la submergea, si puissant qu'il la mit presque à genoux. 1 semaine plus tard, un étranger arriva en ville. C'était un ingénieur nommé David Sterling, membre d'une équipe d'arpentage pour une nouvelle ligne de chemin de fer, envisageant un tracé à travers les hautes terres. Il avait entendu l'histoire folle des Miller. Une crue soudaine, un sauvetage héroïque, et quelque chose à propos de vieilles cartes trouvées dans la légendaire épave de Tumble Creek. Intrigué, il chercha Ren. Elle fut d'abord hésitante, protectrice de sa découverte, mais il y avait une compétence tranquille chez Sterling qui lui inspira confiance. Elle lui montra l'un des registres. Il étala la carte sur une table de la mercerie, ses yeux experts traçant les lignes bleues et les notations précises d'Alistair Finch.
Un silence se fit dans la petite foule qui s'était rassemblée. Silas Blackwood était là, attiré par l'agitation, un ricanement sceptique sur le visage. Sterling resta silencieux un long moment, puis il leva les yeux, son expression d'une admiration pure et sans mélange. « Mon Dieu, souffla-t-il, savez-vous ce que c'est ?» Il regarda Wren, puis les habitants de la ville. « C'est l'étude perdue d'Alistair Finch. C'était un génie, un visionnaire, 20 ans en avance sur son temps. On disait que son travail avait été perdu dans le déraillement de 88. Il tapota la carte. Ces aquifères, s'ils sont réels, il y a assez d'eau sous cette vallée pour la transformer en jardin. Assez pour soutenir une nouvelle ville, un dépôt ferroviaire, n'importe quoi. » Blackwood se moqua. De vieux dessins, le fantasme d'un homme mort. Sterling prit l'une des carottes de forage que Wren avait apportées. « Ce n'est pas un fantasme, dit-il, la voix sèche. C'est de la science. Cet échantillon montre une nappe phréatique à moins de 200 pieds. Finch n'a pas seulement deviné, il l'a prouvé. » Il regarda directement Blackwood, dont les propres terres de ranch se transformaient lentement en poussière, à cause de la sécheresse persistante. Ce ravin sans valeur, M. Blackwood, détient la clé de l'avenir de toute cette région. Le ricanement sur le visage de Silas Blackwood s'effondra finalement, remplacé par un silence stupéfait et humble. Les habitants de la ville regardèrent la carte, puis Wren, puis le ravin à l'horizon, leur monde basculant sur son axe. L'aiguille de fer n'était plus une pierre tombale. C'était une source. La lumière dorée du soir se répandait sur la vallée, transformant les grains de poussière en or scintillant. Wren se tenait au bord du ravin de Tumble Creek, regardant le wagon. Il ne ressemblait plus à un monument à l'échec. Il ressemblait à une promesse tenue. En bas, une douzaine de personnes de Copper Gulch, y compris certains qui avaient autrefois murmuré sur la folie de la fille Delaney, aidaient soigneusement et méthodiquement à transporter le reste de l'héritage d'Alistair Finch hors du ravin. Ils travaillaient avec une révérence habituellement réservée aux lieux saints. Jed vint se tenir à côté d'elle, tous deux observant le travail calme et déterminé dans un silence confortable. Dust, le vieux mulet, se tenait à proximité, les oreilles frémissantes, un observateur fidèle jusqu'à la fin. « Il parle de former une coopérative de l'eau, » dit Jed, la voix basse. « De planter des vergers dans le quartier sud, là où le sol est le plus riche. Sterling les aide à élaborer les plans. Même Blackwood a proposé d'investir. Il semble que voir la vérité peut rendre un homme humble. » Il fit une pause, puis regarda Wren, son visage buriné adouci par une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. C'était de la fierté. « Ton père aurait aimé ça, » murmura-t-il. « Il a toujours cru qu'il y avait plus dans cette terre que ce qu'on pouvait voir en surface. Il n'a jamais pu le prouver. » Wren pensa à son père, à ses mains calleuses et à son espoir silencieux et durable. Elle pensa à l'acte de propriété, son dernier achat désespéré, l'acte final d'un homme qui refusait de croire aux fins. Il n'avait pas pu déterrer le secret lui-même, mais il avait fait quelque chose de tout aussi important. Il avait sauvé la clé, il l'avait transmise. Il lui avait fait confiance pour trouver la serrure. Elle regarda la grande aiguille de fer cousue dans la terre et ne vit pas une cicatrice, mais une suture. Une chose qui avait uni le passé à l'avenir. Jed suivit son regard. « À quoi penses-tu qu'il pensait en achetant cet endroit ?» demanda-t-il doucement. Wren prit une profonde inspiration de l'air frais du soir, l'odeur de la poussière et de la pluie lointaine remplissant ses poumons. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Il disait toujours qu'il n'avait rien à me laisser, » dit-elle, sa voix claire et stable dans le calme du soir. « Il avait tort. Il m'a laissé l'avenir. Merci d'être resté avec nous pour l'histoire de Wren jusqu'à la toute fin. C'est un rappel puissant que la vraie valeur est souvent cachée sous la surface, attendant un peu de patience et beaucoup de cœur. Si son parcours pour trouver un but dans ce qui était oublié vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à nous dire votre passage préféré dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires de courage tranquille et de découvertes incroyables. On se retrouve la prochaine fois.